Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver justement après une courte pause de nouveau pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Nous parlerons ce soir de Raza et de quelle Raza? Celle qui est passée d'une prison à ciel ouvert à un cimetière à ciel ouvert ou de celle peut-être dont il ne reste plus grand-chose qu'un amas de ruines à perte de vue. Du nord vers le sud, les populations palestiniennes ont été sommées de quitter leur maison et maintenant qu'elles se retrouvent totalement à l'extrême sud de Raza, ces populations sont devenues otages des forces sionistes et d'un passage qui ne s'ouvre pas en raison des traités de paix conclus entre l'entité sioniste et certains pays arabes. Quelle mascarade, quelle souffrance, quelle est cette souffrance justement que celle que vivent aujourd'hui les Palestiniens à Raza qui fuient la mort pour aller droit vers cette même mort. Les hôpitaux de Raza sont tous hors d'état de service ou hors d'état de service, coupés de tout. Ces hôpitaux se sont à leur tour transformés en mouroirs et comme cela ne suffit pas, ces hôpitaux sont devenus à leur tour la cible privilégiée d'attaques armées sionistes. Après s'en être pris aux blessés, aux survivants, ils s'en prennent désormais aux morts. Que dire donc à quelques jours du mois de Ramadan, du silence de la communauté internationale qui ose à peine incriminer la barbarie sioniste et où, quand elle le fait avec beaucoup de timidité. Après cette guerre contre Raza, le monde entier sera pris du sceau de la honte qu'aucun écrit ni pardon ne saurait effacer. Mesdames et messieurs, le débat est lancé. Alors, comme je le disais, Raza, on n'en parlera jamais assez. De toute façon, vu donc le flot des informations et de l'actualité, et vu l'horreur qui s'abat sur les habitants de Raza, donc après avoir quitté le nord, même le sud est devenu un véritable enfer. Pour en parler tout de suite, nous recevons avec beaucoup de plaisir Ismaïl Boudjekada, qui est élu conseiller municipal à Grand Charmont. Il nous vient directement de France. Donc, Ismaïl Boudjekada, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté à vous. Donc, on le disait, vraiment, la situation est très, très grave. Aujourd'hui, il y a eu des hôpitaux qui ont été donc attaqués. Il faut se rappeler aussi qu'au début, par exemple, de l'offensive ou de cette guerre contre Raza, il y avait l'hôpital Al-Shifa qui était donc au nord de Raza. Cet hôpital a été la cible privilégiée effectivement des attaques. Aujourd'hui que cette population complètement effrayée, complètement déchirée se retrouve aujourd'hui au sud, c'est l'hôpital de Khan Younes, l'hôpital Nasr, qui finalement est hors d'état de fonctionnement, puisque de toute façon il est tout le temps la cible, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas les moyens pour pouvoir médicamenter les blessés. Et, plus de ça, on a vu que l'entité sioniste est en train de faire un pas de plus dans l'horreur. Maintenant, on s'attaque carrément à des hôpitaux. On peut rentrer, faire des incursions, tuer les blessés, faire sortir quelques blessés et dire que ce sont des otages ou en tous les cas des membres du Hamas. Est-ce que ça tient toujours cette histoire de membres du Hamas qui permet tout ? Non, ça ne tient absolument plus. Et de toute façon, les événements nous ont à chaque fois montré que les mensonges de l'entité sioniste ne font que se multiplier pour ensuite s'effondrer. Je rappelle quand même, et c'est Médecins du Monde qui le rapporte, que l'entité sioniste a prévenu les autorités de l'hôpital en expliquant que les familles, les patients pouvaient rester pour ensuite les bombarder. Oui. Donc, quand aujourd'hui certaines nations doutent encore du fait qu'il y a une volonté génocidaire contre le peuple de Palestine, je pense que ces éléments-là enlèvent toute ambiguïté. Oui, nous sommes face aujourd'hui à de vrais terroristes et pas ceux que les médias, on va dire mainstream occidentaux, ont tendance à nous présenter. Oui, justement, on a vu que depuis quelques jours, il y a eu une escalade dans la violence. Il y a eu quand même un cran qui a été dépassé, bien que toutes les limites, les lignes rouges ont été complètement dépassées depuis quelques jours. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire finalement? Pourquoi cet acharnement contre Rafah, qui est finalement le dernier refuge des Palestiniens qui ont été obligés de quitter leur foyer et leur maison au nord ou au centre pour aller vers le sud?
Qu'est-ce qu'on veut faire devant un passage qui ne veut pas être fermé et ne veut pas être ouvert? Et on comprend pour quelle raison, parce que ça serait quand même la catastrophe si l'Égypte, pour ceux qui lui reprocheraient de ne pas vouloir ouvrir le passage de Rafah, d'accueillir toute cette population, ce qui ferait l'affaire un petit peu de l'État sioniste quelque part. Bien sûr, ce qu'il faut encore une fois rappeler, il n'y a que les esprits dupes qui croyaient en la stratégie présentée en tous les cas par l'entité sioniste, qui consistait à dire on veut épargner les civils, donc on leur demande progressivement de se déplacer. Ils étaient au nord, on leur a demandé d'aller au sud pour ensuite les bombarder au sud et essayer encore de les repousser encore plus loin. Aujourd'hui, l'entité sioniste, avec la complicité de ses alliés historiques, a commencé également par la France, dont je suis élu de la République et que je condamne avec force sur les incohérences de son positionnement diplomatique. Eh bien, tous ces gens-là participent quelque part à la fois à criminaliser, à visibiliser le peuple palestinien. Et l'objectif recherché, c'est clairement la disparition de la cause palestinienne. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a un objectif de l'entité sioniste. C'est d'avoir accès au corridor de Philadelphie pour faire en sorte justement que les terres historiquement palestiniennes ne soient plus occupées par des Palestiniens. Ce serait une erreur fondamentale. Oui. Alors, quand même... il y a quand même des questions qu'on pourrait se poser depuis quelque temps. Il y a eu cette affaire de la CIG, la Cour internationale de justice, qui a donc donné son verdict concernant l'entité sioniste et l'agression sur Gaza. Depuis, au lieu de peut-être faire baisser le rythme, on a vu que l'entité sioniste a accentué, a redoublé de violence, a redoublé de sauvagerie. Est-ce que c'était quelque part la réponse à qui on sait ? C'est-à-dire finalement que de toute façon, toutes vos résolutions ne pourront rien contre ce que je pourrais faire. Et ça, je parle entre guillemets parce que c'est ce qu'on a l'impression que l'entité sioniste donne comme réponse en tous les cas. Mais j'ai envie de vous dire, il y a une responsabilité, encore une fois, historique, et l'histoire s'en souviendra, de celles et ceux qui condamnent l'entité sioniste, mais avec tellement de laxisme. Oui. D'ailleurs, je profite d'être sur ce média algérien pour rappeler la fermeté exemplaire du président Abdelmadjid Tebboune en la matière, qui a demandé dès le premier jour que les mesures conservatoires prises par la Cour internationale de justice deviennent exécutoires. Et donc, je ne comprends pas que l'intégralité des membres de la communauté internationale aujourd'hui ne s'aligne pas derrière le président algérien. Et donc, tout simplement, ces gens-là sont complices devant l'histoire et leur complaisance, pour ne pas dire complicité, face à ce qui est en train de se passer justement en Palestine occupée, laissera des marques indélébiles dans l'histoire de l'humanité. Certainement, puisque de toute façon, c'est ce qu'on voit dans tous les cas en ce moment. Alors, est-ce qu'on pourrait faire des comparaisons ou des parallèles? On va voir par exemple, lorsqu'il y avait le déclenchement de la guerre en Ukraine, le monde occidental s'est mobilisé, mais avec une rapidité telle que ça a quand même suscité certaines interrogations. On se posait la question que finalement, on s'est rendu compte que lorsqu'on pouvait agir, lorsque la communauté internationale pouvait agir, eh bien, elle le faisait, et elle le faisait très rapidement. On a vu toute l'armada, donc sur le plan militaire, mais également financier, pour aider l'Ukraine. Alors que lorsqu'il s'est agi de Gaza, il y a une lenteur, une passivité déconcertante. Bien sûr, bon, on va quand même rappeler aussi le fait que les alliés historiques de l'entité sioniste, notamment l'Angleterre, la France, ont participé de manière très accrue à la création de l'entité sioniste et au vol des terres du peuple palestinien. Et donc, effectivement, là, on est face à une espèce de cafouillage énorme dans la gestion de ce qui se passe depuis le 7 octobre en Palestine. C'est-à-dire que, par exemple, ça prête à sourire si ce n'était pas aussi dramatique, s'il n'y avait pas autant de vies humaines, à savoir plus de 50% d'ailleurs de victimes qui sont des enfants, on oublie de le rappeler. Eh bien, il n'y a qu'à regarder, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, M. Blinken, qui vient expliquer à l'entité sioniste qu'il est peut-être venu le temps de stopper ce carnage. Eh bien, rappelons les mots du chef de la diplomatie européen, qui rappelait à juste titre, mais si vous voulez que ce massacre s'arrête, commencez par arrêter de donner des armes. Mais
on va quand même dire que la France aussi, sur le positionnement de son chef de la diplomatie européenne, est absolument contradictoire. C'est-à-dire qu'elle explique également qu'elle souhaite un cessez-le-feu, qu'il faut cesser le carnage, et parallèlement à ça, sur la base d'accusations de l'entité sioniste, encore une fois mensongères, on vient cesser de subventionner la principale organisation humanitaire qui œuvre à Gaza, à savoir l'UNRWA. Et donc la France ne se rend pas compte qu'elle est aujourd'hui en train d'affaiblir la crédibilité des Nations Unies et qu'il est éminemment important, à chaque fois qu'il y aura une sortie de l'entité sioniste au regard de son passif et du fait que nous savons qu'il y a une espèce de mythomanie permanente lorsque ce gouvernement d'extrême droite israélien prend la parole, eh bien qu'il faut des enquêtes internationales totalement indépendantes. C'est juste ce que l'on demande, et impartial, bien évidemment. Mais vous ne pensez pas, Ismail Boujakada, que quand même on demande un peu trop, alors qu'un cessez-le-feu, un tout petit cessez-le-feu, de quelques jours peut-être, on a pu l'obtenir, et je parle de la communauté internationale, de là à faire une enquête contre une entité où le crime est avéré, n'est-ce pas, ça ne relève pas un petit peu de l'impossible, ou est-ce que vous y croyez ? Alors moi, j'y crois véritablement, mais à la condition que nos responsables politiques occidentaux arrêtent avec ce laxisme et mettent les termes. Je veux dire, quand on a eu la décision de la Cour internationale de justice le 26 janvier dernier, la France avait donné un engagement clair, c'était de se plier au verdict. Eh bien, elle n'a rien trouvé d'autre à faire que d'envoyer un petit courrier aux autorités internationales pour leur dire que le terme génocide n'était apparemment pas trop approprié. Parce qu'il faudrait prouver l'intention de ces gens-là d'exterminer le peuple palestinien. Il faut arrêter cette hypocrisie. En réalité, ils sont tous main dans la main avec les sionistes et face à un constat qui est sans appel, à savoir que la Palestine a gagné le combat de l'opinion publique. Eh bien, les responsables politiques aujourd'hui commencent à trembler pour leur poste et comprennent qu'il est venu le temps, justement, de revoir son positionnement. Et je termine sur un petit détail. Il faut savoir qu'en France, il y a de ça pas très longtemps, on a fait un hommage national aux victimes franco-israéliennes. Eh bien, suite à une mobilisation énorme sur les réseaux sociaux, après que j'ai pu justement écrire un courrier au président de la République, enfin, un hommage aux victimes franco-palestiniennes est en train de s'organiser. Vous rendez-vous compte, nous sommes obligés de se mobiliser juste pour rendre hommage à un certain nombre de nos enfants. C'est inacceptable. Justement, il y a beaucoup de choses dysfonctionnelles, à savoir que certaines logiques sont complètement perdues face justement à la logique sioniste, parce que c'est avec cette logique que le monde fonctionne en ce moment. Est-ce que c'est un drame aujourd'hui que de dénoncer ce qui se passe à Gaza ? Est-ce que c'est un drame au point tel que beaucoup de dirigeants de l'Union européenne n'osent à peine même pas prononcer le mot génocide, même lorsqu'ils appellent peut-être à un cessez-le-feu. Et dernièrement, on l'a vu avec Borrell qui disait que la situation est très grave, que peut-être il faut penser. Donc vous voyez la terminologie, le fait de choisir les mots, on va toujours avec douceur. On a peur de heurter finalement l'entité sioniste qui, elle, n'a peur de rien. Et j'ai même allé plus loin, si vous voulez. D'un point de vue sémantique, la stratégie sioniste semble très efficace. C'est-à-dire que, par exemple, on ne parle pas de Palestiniens, on parle de Gazaouis. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai à cœur systématiquement de rappeler qu'il s'agit là du peuple palestinien. Parce que parler de Gazaouis, ça voudrait dire qu'on prend comme point de départ les événements du 7 octobre. Aujourd'hui, un certain nombre d'autorités dans différents pays occidentaux... On a toujours parlé, Ismail, de Gazaouis. On a toujours parlé de Gazaouis. Bien sûr, bien avant. C'est une façon de un petit peu démarquer cette région ou cette partie de la Palestine du reste de la Palestine. Bien sûr, mais si vous voulez, dans la sémantique utilisée dans les médias occidentaux et par les politiques occidentaux, il y a cette volonté quelque part de nous interdire de regarder dans le rétroviseur de l'histoire comme si tout avait commencé le 7 octobre 2023. Donc bien évidemment, ils ont du mal à mettre les termes parce que ça voudrait dire quelque part qu'enfin est mise en lumière leur complicité depuis plus de 7 décennies et demie. Parce que ces gens-là sont tout autant responsables que le gouvernement d'extrême droite. Vous savez, en 2015 ou 2016 de mémoire, face à l'un de vos confrères français, j'expliquais qu'il était absolument inacceptable de rendre fréquentable un gouvernement d'extrême droite génocidaire qui pratique une politique de colonisation expansionniste et mortifère. Eh bien, on me le reprochait à l'époque. Et force est de constater que l'extrême droite, d'où qu'elle vienne, n'est pas fréquentable.
Oui. Alors, Smaïl Bouchekada, vous-même, vous avez été quand même, par vos prises de position qui sont assez tranchées, donc vis-à-vis ou à l'égard de la cause palestinienne, vous avez été quand même victime de certains propos raciaux ou peut-être de discrimination, puisque de toute façon, on vous a traité d'antisémite. Vous me le disiez tout à l'heure, donc en dehors de l'antenne. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer vos péripéties? Bien sûr, je vais vous faire la version courte. Tout a commencé lorsque j'ai réussi en France à infiltrer un groupe de 540 sionistes qui mettaient des enveloppes sur la tête de militants pro-palestiniens ou qui étaient encore mouillés dans un trafic d'armes. Et en fouillant un petit peu plus dans leurs échanges, j'ai découvert la présence d'un membre de la police aux frontières françaises qui proposait son aide en cas de problème à l'aéroport Charles de Gaulle. Eh bien, pour avoir rendu public ces informations et avoir publié 6 vidéos en soutien à la cause palestinienne, j'ai fait pas moins de 30 heures de garde à vue où, au final, on ne retiendra contre moi qu'une vidéo où justement j'explique que le Hamas est une organisation de résistants palestiniens, parce que résumer le Hamas à sa branche armée, c'est une erreur fondamentale et ça démontre à quel point il méconnaît justement l'histoire de ce mouvement. Et donc, je le dis d'ailleurs sur votre antenne, la représentation en Algérie du Hamas palestinien souhaite effectivement échanger avec des élus de la République. Je suis le seul aujourd'hui qui leur répond favorablement. Il est éminemment important dans le rôle qui est le mien, dans le rôle qui est le nôtre en tant qu'élu de la République, d'aller chercher l'information à la source. Et donc, ça me vaudra très certainement une seconde garde à vue, mais c'est pas cher payé aux côtés de ce que vivent justement les Palestiniennes et les Palestiniens. Et enfin, une ministre chargée de la lutte contre les discriminations a décidé de me poursuivre pour antisémitisme, faisant mine, comme d'habitude, d'ignorer que l'antisionisme n'a rien à voir avec l'antisémitisme, l'un consistant à attaquer une idéologie dont les Nations Unies en 1975 expliquaient quand même qu'elle était raciste et discriminatoire, et l'autre consistant à attaquer des gens en fonction de leur religion, ce qui n'est absolument pas mon cas. Est-ce que ça a changé justement par rapport à cet aspect, cette question d'être antisémite n'est pas forcément être antisioniste, qu'on pouvait être antisioniste sans être antisémite? Parce qu'il semblerait que depuis quelque temps, depuis en tous les cas le déclenchement de cette guerre contre Gaza, depuis le 7 octobre plus précisément, il y a eu certaines lois qui ont été changées et modifiées dans les conditions, dans les textes, par exemple aux États-Unis. On l'a vu qu'avant, c'était pas discriminatoire. Maintenant, c'est-à-dire si on est antisémite, on est forcément antisioniste. Et si on est antisioniste, on est antisémite quelque part. Oui, mais bon, c'est classique. Hein, et vous savez, j'ai juste envie de vous dire, je suis moi-même sémite, vous l'êtes également. Absolument, on il l'est faut peut-être plus que les sionistes eux-mêmes. Oui. C'est ça qui est dingue. En fait, c'est ça le risible. Voilà, vous savez, la langue, qui plus est française, est une langue avec beaucoup de subtilité. Donc ce qui est bien quand ils nous traduisent devant les tribunaux, c'est qu'il y a juste à ouvrir un dictionnaire, même pas un code pénal, hein, un dictionnaire pour gagner nos procès. Pour recadrer. Voilà, et donc je le dis par ailleurs, hein, le fameux l'histoire, c'est que je serai jugé le 2 mai prochain pour apologie du terrorisme, parce que justement, je considère que le Hamas est une organisation de résistants. Et il faut rappeler que lorsque le président Chirac était aux responsabilités, nous avions un ambassadeur, Stéphane Hessel, ancien résistant face à l'occupant nazi, qui rencontrait à de nombreuses reprises le Hamas et qui disait qu'en tant qu'ancien résistant face au régime nazi, il ne pouvait pas condamner le Hamas et sa branche qui utilise des armes parce que justement lui-même l'a fait. Donc, vous savez, tous les mouvements de résistance ont été étiquetés comme étant des terroristes. Mandela aurait pu en parler de son vivant, ou encore le général de Gaulle et Jean Moulin. Donc, je veux dire, ça va dans le sens de l'histoire. En Algérie aussi, c'était des faits Laga. Mais bien sûr. Oui. Juste une petite question pour un petit peu revenir à cet aspect justement. La France aujourd'hui, ne trouvez-vous pas que la position de la France est étrange? Quand je dis étrange, c'est par rapport à une position traditionnelle qui lui était acquise par rapport à la cause palestinienne, et donc la France était traditionnellement acquise à cette solution à deux États. Elle ne s'est jamais positionnée contre ou pour, il faut le dire sur le plan diplomatique, mais aujourd'hui on ne retrouve pas cette position de la France. Au fait, qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve dans ce glissement très grave, je dirais, sur le plan diplomatique, surtout par rapport aux Palestiniens? On a vu beaucoup de militants venir en France pour justement faire des meetings qui ont été arrêtés comme ça, sans aucune explication, juste parce qu'ils parlaient de la Palestine. Bien sûr, et je peux par exemple vous parler d'un professeur que je rencontrais hier à Alger, qui est professeur à Lyon, et qui lui est suspendu pour une caricature de publier qui dénonçait justement les agissements de l'entité sioniste. Et donc oui, la France est incohérente en la matière, et je vous parlais tout à l'heure de l'hommage national, et j'ai demandé au président de la République d'être en conformité, en cohérence avec la position diplomatique historiquement connue de la France, qui est celle de promouvoir la solution à deux États. Mais vous savez, c'était une position, j'ai envie de dire, de principe, parce que la France avait, je dirais même pas mais avait,
eu ses lettres de noblesse, notamment en étant à l'origine, par exemple, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Des droits de l'homme, on y va y Et venir. avec notamment l'autodétermination des peuples, etc., qui était censée être garantie. Et donc la France s'est fourvoyée en la matière. Et donc il est venu le temps de le pointer du doigt. Et je pense que notre positionnement diplomatique a pris un tournant dès l'arrivée de Nicolas Sarkozy aux responsabilités qui, disons-le clairement, mangeait dans la main du CRIF. Le CRIF instrumentalise en France aujourd'hui le judaïsme et est véritablement le bras politique du Likoud sur le territoire national. Je vous invite véritablement, pour celles et ceux qui n'ont jamais vu leur réunion, à simplement regarder quand le président de la République ou des ministres sont invités au repas annuel du CRIF. Ils baissent la tête et se font engueuler par le représentant du CRIF. Et ensuite, il repart bien timidement. C'est absolument inacceptable et ça démontre bien que les sionistes aujourd'hui sont puissants non pas parce que nous sommes faibles, ils sont puissants parce que nous ne sommes pas organisés. Et c'est là aussi toute notre responsabilité et, j'ai envie de vous dire presque, le devoir d'introspection que nous devrions faire pour être organisés et être enfin respectés. Ben justement, alors la question qui se pose aujourd'hui, on a vu et on l'a constaté depuis le 7 octobre et même avant, mais le 7 octobre a dévoilé pas mal de choses et tant mieux d'ailleurs, puisque on parle souvent de l'hypocrisie de l'Occident, entre le discours et les faits, il y a un grand écart. Et aujourd'hui, on le voit vraiment, on le constate de visu, à savoir que finalement, on parle beaucoup de droits de l'homme, mais avec Raza, je crois que le mot droit de l'homme ou le mythe, finalement, il s'est devenu un mythe, parce que le mythe est tombé quelque part. Aussi bien que Raza est en ruine, ce mythe est vraiment en ruine. Faudra-t-il repenser un petit peu ou reconstruire, si vous voulez, cette notion du droit de l'homme qui apparemment n'existe que pour certains pays, pas pour d'autres? J'ai envie de vous dire, nous disposons, en Occident comme ailleurs, de suffisamment d'outils pour faire respecter les droits de l'homme et que ce soit quelque chose de palpable dans le quotidien. Mais c'est que simplement, ces outils sont entre les mains des mauvaises personnes. Donc il est peut-être venu le temps de changer justement nos responsables politiques qui ont quelque part même vendu leurs principes et les valeurs qui étaient historiquement les nôtres. Et j'ai envie de vous dire, la France, pays dit des droits de l'homme et de la liberté d'expression, est au cœur d'une actualité dramatique puisqu'elle envisage notamment de renvoyer à Gaza une famille avec 3 enfants. Elle envisageait il y a de ça quelques mois de... Est-ce que c'est admissible? Parce qu'on voit quand même des actes inadmissibles que même on ne peut pas laisser passer ce genre d'action. C'est-à-dire que finalement renvoyer à Gaza, c'est tout simplement renvoyer à la mort. Mais c'est le parallèle que j'allais faire. Nous venons de rendre un hommage national en France à Robert Badinter, 95 ans, ancien garde des Sceaux, qui est à l'origine de l'abolition de la peine de mort dans notre pays. Et ces hypocrites, permettez-moi l'expression, au moment où nous rendons hommage à celui qui a aboli la peine de mort, eh bien, mettent quelque part cette peine de mort sur des citoyens palestiniens qui sont ici en France. Nous avions eu un professeur de français à Gaza qui est actuellement en France pour parfaire son français. On devrait être content d'avoir des professeurs qui font rayonner à l'international notre langue. Eh bien non, on décide de l'envoyer dans un territoire en guerre. Et c'est effectivement le retour d'une peine de mort 2.0. Et la France, aujourd'hui, je vous le dis, est en déclin au regard de la manière, excusez-moi cette légèreté, dont elle se prostitue sur la scène internationale. Oui. Alors, il est vrai que lorsqu'on parle comme ça, on a l'impression que quand on dit la France, mais c'est pas la France, ce sont les dirigeants français. Parce qu'on a vu que de toute façon, depuis la guerre contre Gaza, il y a de grands écarts qui se creusent entre les populations européennes et leurs dirigeants. Alors que souvent, on a taxé certains pays, y compris donc les pays, si vous voulez, en voie de développement, d'être sous des dictateurs ou sous des dictatures. Et pourtant, ce sont ces pays-là qu'on entend le plus. Bien sûr, vous savez, quand je dis la France, on peut garder en tête également que je suis élu de cette République. Et donc, bien évidemment, c'est une certaine image de la France qu'aujourd'hui je condamne et les représentants qui sont aujourd'hui à sa tête. Et il est de la responsabilité d'élus qui sont droits dans leurs bottes de faire en sorte de pointer du doigt ce qui ne va pas pour faire en sorte justement, on va dire, de réparer les pots cassés. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on s'en rend compte, celles et ceux qui sont aux responsabilités trahissent les valeurs universelles qui étaient celles de la France.
Et donc, moi, ce que je porte en critiquant ce pays que j'aime, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Absolument. C'est simplement expliquer que des élus de la République portent une autre idée de la France, et c'est là où on essaye de faire aussi toute une autre différence. Nous ne pouvons pas laisser ce beau pays être ainsi sali par des gens qui ne sont pas dignes de la représentation nationale. En tous les cas, pas celle de la France que traditionnellement on connaissait, surtout concernant cette position vis-à-vis de la Palestine. Je vous remercie beaucoup, donc Esmaïl Boudjekada, vous êtes élu conseiller, je rappelle, municipal à Grand Charon, et merci d'avoir été avec nous. En tous les cas, j'espère que ce ne sera pas la première occasion, qu'on aura d'autres occasions de se retrouver, même s'il le faut par Skype. Merci donc à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis aujourd'hui. Donc l'échiquier international tire à sa fin. On se retrouvera demain, mais pour d'autres numéros de l'échiquier international. Au revoir.